Crise politique, fracture sociale, comment sortir de l'impasse? L'exécutif peut-il enjamber la réforme des retraites face aux oppositions de l'Assemblée et de la rue? Une pause est-elle possible, comme la demande l'Union syndicale? Les retraites, un dialogue de sourds? Nous sommes dimanche et c'est dimanche en politique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrien Clouet, vous êtes député de la première circonscription de Haute-Garonne Toulouse-Centre dans le groupe de la France Insoumise NUP. C'est votre premier mandat, vous avez été élu il y a moins d'1 an, vous avez 31 ans, doctorant en sociologie. Merci d'être avec nous, chercheur doctorant. Et à mes côtés, pour vous interviewer, Pascale Lagorce, rédactrice en chef de notre rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Bruno, bonjour Adrien Clouet, merci d'être avec nous. Imaginait-on il y a 1 an, au moment des législatives, que nous arriverions à une telle crise politique, des institutions à bout de souffle, un Parlement en ébullition et la colère de la rue attisée par l'usage du 49.3, un point de bascule, car depuis, plus une manif sans incident, comme à Toulouse par exemple, le 23 mars dernier, Sarah Marty avec Thierry Viviès. La nuit tombée, un paysage chaotique dans les rues de Toulouse, entre feux de poubelles et gyrophares. Du Capitole à la gare Matabio, les CRS ont tenté de disperser les casseurs. Avec un nombre de manifestants record, la mobilisation avait commencé dans le calme, mais à 17h, premier jet de lacrymogène, le cortège n'a pas pu atteindre les allées Jean Jaurès. On était derrière les banderoles syndicales, il y avait le camion des syndicats qui faisait son petit discours à la fin avant de se faire caillasser. On a reçu des bombes lacrymo, je ne sais pas ce qui s'est passé devant. Mais là tout le monde part Non, tout le monde recule parce que c'est irrespirable. Des débordements encore jamais vus dans le cadre de la réforme des retraites. Toulouse s'embrase. Forcément, on utilise la violence parce qu'on n'a que ça maintenant. En fait, la parole ne se fait pas écouter, donc on est obligé d'agir. Mais je comprends totalement, c'est désolant de voir la ville qui se fait dégrader totalement, mais on n'a pas le choix. La colère était vibrante dans les rues de Toulouse. Les habitants sont contraints d'éviter les barrages pour rentrer chez eux. Ça ne se passe par la violence. Ça vous fait des blessés. Regardez là, on a du feu comme ça. Franchement, ça nous donne une mauvaise image de nous, les Français, de ça. Je pense qu'il faut aller chercher un peu plus loin que des gens qui brûlent des poubelles. En fait, je pense qu'il y a un réel mécontentement par rapport au gouvernement et son inaction et surtout en fait le fait qu'il s'en fout complètement de ce que les gens veulent en fait. Les CRS ont manœuvré tard dans la soirée pour repousser les derniers casseurs. La police a procédé à une trentaine d'interpellations. Adrien Clouet, vous avez regardé le reportage avec nous, je vous voyais très attentif aux images. J'entendais une manifestante dire « c'est normal d'utiliser la violence ». J'ai envie de vous demander à vous, qui êtes un élu de la République, qui n'est pas un manifestant dans la rue lambda, c'est normal aujourd'hui d'utiliser la violence dans les rues de la France ? La violence n'est jamais normale, mais la question est d'où vient-elle ? Ça fait maintenant 4 mois que l'ensemble du pays et une majorité de l'Assemblée nationale sont contre un projet de loi, celui de réforme des retraites. Or, que se passe-t-il ? Le gouvernement a annoncé clairement qu'il n'écoutera ni les syndicats, ni les associations, ni les ONG, ni les défenseurs des droits humains partout dans le monde qui appellent à la vigilance sur les manifestations, ni personne dans le pays, aucun élu, aucun corps constitué. Et il y a des gens aujourd'hui qui n'en peuvent plus. Donc vous reprenez là les propos de Jean-Luc Mélenchon, selon qui la violence vient d'abord de l'exécutif, d'une brutalité du pouvoir. Vous en êtes là. Alors je ne les reprends pas, je suis d'accord. À justifier la violence. Vous êtes d'accord, oui, avec Jean-Luc Mélenchon ? Oui, je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, mais il ne s'agit pas de justifier. Il s'agit de se poser une question simple. Pourquoi sommes-nous le seul pays d'Europe où le maintien de l'ordre ne fonctionne pas en manifestation ? Pourquoi sommes-nous le seul pays d'Europe où on laisse des gens casser, dégrader certains espaces et on opère une répression qui frappe de manière indistincte tous ceux et celles qui passent à côté, ce qui a pour effet, très important, de solidariser tout le monde avec celles et ceux qui ont pu parfois commettre 1 ou 2 dégradations. On a un problème dans ce pays de maintien de l'ordre. J'en veux pour preuve les milliers de blessés depuis le début du mouvement social. On en reparlera tout à l'heure de ce problème de maintien de l'ordre ou pas. D'ailleurs, vous avez été dans ces manifestations à Toulouse, j'imagine, Adrien Clouet. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter, nos journalistes y étaient, on l'a vu ce reportage, est-ce que l'ambiance était sympa, comme on le dit, dans ces manifestations, bon enfant, familiales, ou est-ce que ce sont ces images-là qu'il faut retenir ?
Prenons l'exemple de mardi dernier, pour nous mettre un peu dans la situation. Mardi dernier, grande manifestation, beaucoup de gens sont là en famille. On a parfois des grands-parents, des enfants avec des poussettes, de moins en moins parce que les parents craignent l'état du maintien de l'ordre en France, mais manifestation familiale. Dès lors qu'on arrive sur le boulevard Las-Crosse, là, il y a apparemment 2 ou 3 personnes qui commettent une dégradation. Au centre-ville de Toulouse, pardon. Au cœur de votre circonscription. Au cœur, exactement. Il y a 2-3 personnes qui mettent le feu à une poubelle et qui provoquent certains professionnels de la sûreté publique. Dès lors, quelle est la réponse de la police ? La réponse de la police déployée sur place est d'opérer des tirs de gaz indiscriminés sur le boulevard et de bloquer les 3 rues perpendiculaires permettant aux gens de partir. Bilan, on a un mouvement de foule qui est dangereux, des gens qui tombent, qui risquent de se blesser. On a des personnes qui se solidarisent avec les premiers qui parfois avaient un comportement provocateur avec la police parce qu'ils veulent sortir et s'en prennent à la police. Et bilan, on multiplie les opportunités de confrontation ou de parfois rapport de force violent. Moi-même, j'ai été gazé assez fortement, mais avec toutes mes équipes, on était coincés dans le nuage de gaz. Mais ce premier feu de poubelle dont vous parlez, vous le réprouvez ou pas ? Bah oui, mettre le feu à une poubelle, ça change pas grand-chose. Après, vous voyez, on paye des professionnels de la sûreté publique pour garantir la sûreté publique. Est-ce qu'il faut y voir un héritage des Gilets jaunes Non, attendez, depuis de la panique des Gilets jaunes. Depuis la grande Révolution française, on a quand même eu plein de moments où, lorsque les pouvoirs n'écoutent jamais personne dans le pays, eh bien, il y a certains dans le pays qui se soulèvent, qui exercent leur droit à l'insurrection de telle ou telle manière. Alors vous Après, diriez ce qui est dommage, c'est qu'on est dans une situation où le pouvoir est tellement sourd à toute contestation, à toute demande de négociation, qu'il se réjouit de ce type d'image parce qu'il tente de jeter l'opprobre sur toutes celles et ceux qui manifestent. Si Emmanuel Macron, imaginons, avait dit aux Français « Je vais vous écouter, on va mettre la réforme entre parenthèses », vous pensez que tout ça, on ne l'aurait pas eu ? Mais bien sûr. Les gens n'ont pas perdu une journée de salaire et n'ont pas été faire grève et n'ont pas été manifestés pendant des heures pour rien. Ils le font parce qu'ils ont une conviction politique, qu'on leur vole 2 ans d'existence. Et c'est parce qu'on leur vole 2 ans d'existence qu'il y a ce niveau de colère. Et ce niveau de colère qui est attisé par la doctrine française de maintien de l'ordre, qui est dangereuse en termes d'équipement, en termes de modalité d'intervention et en termes d'exposition des manifestants à des dangers. Sur le volet des violences, vous qui êtes partisan d'une constituante... Des dégradations. Le code pénal est précis sur la distinction violence sur des personnes, dégradation sur des biens. Et violence parfois sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Oui, des milliers de blessés dans les 2 côtés. Est-ce que vous diriez que ces violences ou ces dégradations portent des germes révolutionnaires ? Je l'espère. J'espère que le mouvement qui a lieu aujourd'hui est révolutionnaire. L'enjeu est justement de lui donner un débouché le plus vite possible. L'enjeu est de donner un débouché politique à ce mouvement pour que tout le monde rentre calmement chez soi en ayant achevé la Constitution, la Ve République, une constituante. Déjà, obtenir le retrait du projet de réforme des retraites, c'est un bon début. Mais ce qu'on voit bien d'ailleurs, c'est que plus un mouvement dure dans le temps, plus des revendications viennent supplémentaires s'y ajouter sur le droit du travail, sur le droit au salaire, sur le droit à différentes formes de protection sociale. Et on voit que ces revendications ne font que s'accroître, augmenter. Et donc, il y a un mouvement qui est aujourd'hui en marche dans le pays, qui demande le retrait de la réforme des retraites et, si possible, également le retrait d'une partie des ministres qui l'ont porté. Ça fera toujours plaisir à l'occasion. Et ce mouvement-là, il a une portée révolutionnaire parce qu'il met en cause, plus que le projet de réforme des retraites, il met en cause ce régime, la Ve République, qui, par le biais du 49-3, du vote bloqué, de toutes les magouilles qu'on a pu connaître au Parlement français, a contraint l'ensemble du pays à subir une réforme dont personne ne veut. Et ce 49.3 a vraiment changé la donne. La réforme des retraites est passée dans une autre dimension. C'est le regard de la semaine porté par Aude Chéron. La réforme des retraites, une bombe à fragmentation qui a traversé les classes politiques au point de rassembler dans le shaker de l'Assemblée des voix jusqu'alors insolubles. Ou quand une motion de censure agrège les extrêmes d'un bout à l'autre pour faire front commun, un front anti-Macron. Et son fusible, Elisabeth Borne, chef du gouvernement, aurait fondu si la motion avait été présentée dans les 8 départements de l'ex-Midi-Pyrénées. Rejetez-vous la question de confiance posée par la Première ministre, le oui l'emporte largement. Sur 25 députés, 15 ont voté pour la motion de censure, carton plein dans le Tarn-et-Garonne. Les 2 députés ont voté pour, un UPES, un Rassemblement national, qui ont mêlé leurs voix. Même cas de figure dans le Tarn. Le député Rassemblement national Frédéric Cabrolier vote comme sa collègue LFI, Karen Hérodi, à l'autre bout de l'Assemblée. Vote pour la motion, contre le gouvernement, même combat. Large majorité aussi anti-Macron en Haute-Garonne. Sur 10 députés, 6 ont voté pour la motion de censure.
Les 6 députés de la NUPES qui se retrouvent donc à voter non seulement comme le Rassemblement national, mais aussi comme le seul député Les Républicains de la région, le député du Lot, Aurélien Pradier, qui a refusé de suivre la consigne de vote fixée par le patron des Républicains, Éric Ciotti. La réforme des retraites, un jeu de bonneteau en mode essorage, une bombe à retardement. Une bombe à retardement, Adrien Clouet. Vous l'avez entendu, dans l'ex-Midi-Pyrénées, la motion de censure aurait été votée. Ça vous rend fier, content d'être de cette région ? Mais évidemment, tant mieux. Ça montre bien à quel point le mouvement populaire qui a lieu aujourd'hui a réussi à s'exprimer par ses représentants à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose. Ce qui est dommage, c'est qu'en tant que député, on n'ait pas été amené à voter sur le texte lui-même, que le gouvernement Vous a le regrettez, empêché. ça, vraiment ? Ah bah évidemment, en tant que parlementaire, lorsqu'on nous interdit de voter, forcément, on regrette la situation dans laquelle on se retrouve. Et en plus, c'est un aveu de faiblesse gigantesque. Ça montre que la Première ministre n'est même pas sûre d'avoir pour son texte une majorité d'élus. Alors quand vous avez le pays, les manifestants et l'Assemblée contre vous, il faut arrêter. Et cette motion de censure vous a donc poussé, c'est ainsi à mêler vos voix avec celles du Rassemblement national, LFI, RN, même combat, faire tomber l'exécutif ou contre la réforme des retraites ? Bah non, en fait, on a tous voté une motion de censure présentée par nos collègues du groupe Lyot. Oui. Donc, David Topiac du Gers, d'ailleurs. David Topiac du Gers, par exemple. On a voté la motion de censure. Attendez, faire tomber un gouvernement, c'est pas avoir un programme commun, tout de même. D'ailleurs, je ferai remarquer que les deux groupes qui votent le plus ensemble à l'Assemblée, c'est le RN et Renaissance aujourd'hui, entre le centre droit et l'extrême droite. Donc bon, on va pas nous faire ce procès-là. D'autant plus que le RN a voté absolument tout le temps contre la réforme à 60 ans. Donc on n'a rien en commun sur le fond avec eux. Après, maintenant, il y a une urgence. Il y a un texte qui arrive. Ce texte est détestable à tous les points de vue. Il vole 2 ans de vie à tout le monde dans le pays. On vote pour faire tomber Borne. Le problème, c'est le texte ou c'est Emmanuel Macron ? On a le sentiment que ça a basculé depuis ces 49 ans. C'est forcément un peu les deux. C'est-à-dire que ce texte n'existe pas sans Emmanuel Macron. Alors, il s'est réveillé apparemment un jour d'août dernier en disant c'est vrai que j'avais dans ma besace ce projet-là. Il en change tous les 6 mois de projet, donc c'est compliqué de suivre. Mais il l'a sorti, il l'a fait porter par Mme Borne, qui servait de fusible, comme elle l'a dit elle-même. Et qui n'a pas sauté. Oui. Qui n'a pas encore sauté. Après, le rôle d'un fusible, c'est de sauter. J'ai une question par rapport à ça. Vous avez dit tout à l'heure, à la fin de votre intervention, là, maintenant, il faut arrêter. Il faut arrêter quoi ? Il faut le texte. Il faut quoi ? Que Emmanuel Macron fasse une dissolution ? Il faut qu'Emmanuel Macron demande à Elisabeth Borne de présenter sa démission ? Il faut de nouvelles législatives ? On sait très bien que ce qui va se passer s'il y a des législatives demain à peu près. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut qu'Emmanuel Macron vienne face aux Français dire... Parce qu'on le sait, dans les sondages, les Français sont hostiles à cette réforme, hostiles à ça. Mais est-ce qu'il faut une dissolution de l'Assemblée ? Est-ce qu'il faut de nouvelles élections ? On va dire qu'il y a sur la table plusieurs options qui sont possibles selon la majorité dans le pays, selon ce que veulent les Françaises et les Français. On peut imaginer le référendum. Il y a une question, il y a un conflit, on le tranche lorsqu'on n'est pas capable de décider. On peut imaginer également juste un retrait du texte du côté du gouvernement, qu'ils peuvent s'acheter un sursis de quelques mois de cette manière-là. Comme le CPE à l'époque. Comme le CPE à l'époque, effectivement, qui avait passé l'Assemblée de manière également contrainte, mais n'avait jamais été promulgué. On peut imaginer ça. Et on peut imaginer, bien sûr, une dissolution. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale est dissoute, tout le monde revient devant les électeurs et on retourne prendre mandat. Lorsqu'on se dit que le pays n'est pas d'accord avec ses élus, eh bien, aux élus de se plier au pays. Honnêtement, que le chef de l'État, qui sait particulièrement bien, qui voit ce qui se passe. On a vu, par exemple, il sort très peu. Il est sorti cette semaine une fois pour aller en déplacement. C'est déjà trop, mais oui, c'est vrai. Oui. Mais il n'est pas allé voir les Bleus, par exemple, au Stade de France. Est-ce que vous pensez vraiment, il sait ce qu'il va se passer s'il y a de nouvelles élections ? Oui. Est-ce qu'il peut prendre le risque d'avoir plus du tout de majorité ? Cette question est très intéressante parce qu'on voit bien que le régime dans lequel on est, les institutions de la Ve République, mettent en balance la volonté d'un homme dont apparemment il faudrait chérir la volonté personnelle. Moi, j'en ai strictement rien à faire de ce que pense Emmanuel Macron pour son intérêt propre. Mais il y aurait son intérêt d'un côté, celui du pays de l'autre. C'est pas possible de vivre dans un régime où la volonté d'un monarque républicain prime sur la demande de l'ensemble du peuple. Et donc, effectivement, il faut arriver à ce type de dénouement de la situation. Et si ce n'est pas de gré, ce sera par le biais des manifestations. Ce sera parce que les grèves et les manifestations auront coûté des dizaines de milliards d'euros au MEDEF et que le MEDEF prendra son téléphone, appellera Macron en disant « Maintenant, ça suffit, on a perdu 10 fois ce que ta réforme est censée nous rapporter, on en reste là. » Le chef de l'État qui s'est tout de même engagé après coup à ouvrir le chantier d'une loi travail en tenant compte, par exemple, la pénibilité, l'usure au travail. Si une telle
loi a été proposée. Vous, député de la France Insoumise, vous pourriez la voter? Il faut savoir ce qu'il y a dedans. Ensuite, je m'étonne quand même de cette méthode qui est détestable. Nous dire, on va mettre tout le monde au boulot 2 ans de plus. Et après se dire, en fait, écoutez, on n'y avait pas pensé avant, peut-être que des gens vont pas tenir. D'abord, on les fait rester 2 ans, et puis après, les survivants, on verra ce qu'on peut faire avec eux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Vous exagérez pas un peu les survivants? Les 2 ans d'existence, c'est pas un tout petit peu dans l'excès? Non, c'est pas dans l'excès parce que, voyez-vous la différence entre avoir 62 et 64 ans? C'est qu'il y a 15 000 personnes qui décèdent d'une borne d'âge à une autre. Il y a 15 000 personnes qui ont soufflé les bougies de leurs 62 ans, qui n'arrivent pas aux 64. Et parmi celles et ceux qui travaillent entre 62 et 64, vous avez des milliers d'accidents du travail ou de maladies chroniques qui vont handicaper pendant tout le reste de l'existence la personne à la retraite. Donc ce qui est en jeu, c'est effectivement une période de la vie et c'est le droit au bonheur. C'est la capacité à pouvoir prendre soin des petits-enfants, faire la cuisine, etc. On ne peut pas être heureux en travaillant, en fait. Ah si, mais on ne peut pas être heureux en étant blessé et abîmé par le travail. Parce qu'aujourd'hui, si on vous dit la retraite à 62 ans comme aujourd'hui, ou 60 ans comme je le souhaite, vous n'êtes pas obligé de partir. Tout le monde peut rester plus longtemps. Maintenant, et c'est important, tout le monde peut rester plus longtemps au travail. 67 ans dans le public, 70 dans le privé, avant d'être mis à la retraite d'office. Personne ne vous force à partir. Donc, il n'y a aucun rapport avec le fait d'aimer le travail. Ceux qui aiment qu'il reste plus longtemps, et je m'en réjouis, ceux qui ne peuvent plus doivent pouvoir partir. L'usage du 49.3 a aussi semé un grand malaise. Ça ne vous a pas échappé dans les rangs de la majorité. On sait que nombreux députés plaidaient pour une mise au vote, eux aussi, de la réforme des députés qui doivent désormais faire face à leurs électeurs de retour dans leur circonscription, comme dans le Tarn avec Grégory Udron et Adrien Marchand. On a voté une réforme qui est difficile à faire accepter pour les Français, mais on l'a fait parce qu'on considère que ça va dans le bon sens et que c'est pour l'intérêt général. Dialoguer encore et encore. Jean Terlier, le député Renaissance de la 3e circonscription du Tarn, de retour sur ses terres à l'occasion d'un festival à Mazamet, il tente de convaincre inlassablement du bienfait de la réforme des retraites. On sait que c'est impopulaire, on sait qu'on demande des efforts aux Françaises et aux Français. Donc évidemment, c'est difficile d'assumer ça et on comprend la colère. Le 16 mars dernier, le gouvernement décide le passage en force de la réforme des retraites. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Sur le terrain, les élus de la majorité présidentielle font parfois face à la colère des manifestants. Au départ, on était à 65 ans. On arrive à 64 ans. Il y a eu des évolutions sur la pénibilité, sur les carrières longues. Je connais votre discours. Il y a aussi les gens dans la rue. On va sur le terrain et on se confronte au terrain, et on continue d'expliquer la réforme, mais aussi on est à portée d'engueulade. Mais c'est aussi ça notre rôle. Moi, en revenant sur le terrain, je voulais vraiment avoir cet effort-là. Un effort globalement salué par les habitants. Courageux de sa part, c'est certes, de venir au contact du monde, mais après, il y a plein de choses à faire pour les retraites. Il faut continuer à débattre, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut continuer à dialoguer, c'est sûr, mais bon, ça ne fonctionne pas. Au contraire, il faudrait expliquer, et je pense que là, il a son rôle de citoyen. Si le Conseil constitutionnel se prononce en sa faveur, la réforme des retraites devrait entrer en vigueur fin 2023. Mais rien n'est encore fait. Adrien Clouet, vous êtes de l'empathie pour vos collègues de la majorité? Évidemment. Alors j'en ai un peu moins que pour les Français, évidemment, qui vont subir le texte. Il est courageux d'y aller comme ça au contact. Disons qu'il est téméraire, oui. Après, moi, ça m'étonne toujours dire qu'on va défendre une réforme impopulaire. Enfin, la démocratie, c'est d'avoir un mandat du peuple. Lorsque le peuple ne veut pas des lois que vous proposez, il faut aussi en tirer les conséquences et arrêter. Pas simple. Et dans la rue, la détermination n'a pas faibli. Prochaine mobilisation, ce sera le 6 avril, jeudi prochain. Et on peut déjà gager que les requêtes seront les mêmes. Écoutez-nous, tenez compte de ce que vous dit la rue. Parole de manifestants recueillis mardi dernier. La retraite à 64 ans, c'est non, non et non. L'argent, il y est, il faut savoir le prendre là où il est. Donc moi, je suis paysan et je me vois mal le faire paysan jusqu'à 64 ans. Ou alors, il a qu'à venir le faire à ma place, il verra comment ça se passe. On est là pour faire entendre notre voix et notre mécontentement face à ce pouvoir qui, au jour d'aujourd'hui, n'en fait qu'à sa tête et n'écoute pas le peuple, alors qu'il y a un gros soulèvement de tout le peuple français, je pense. Moi, je suis en retraite, mais mes enfants vont travailler encore, donc je ne suis pas d'accord pour qu'ils aillent jusqu'à 64 ans. C'est un peu impossible d'aller jusqu'à 64 ans dans les usines. On ne comprend pas ce gouvernement. Il fait n'importe quoi. Je pense qu'il faudrait le faire tomber. Voilà, c'est dit avec le sourire, mais c'est dit, le gouvernement doit tomber. C'est ce que vous partagez aussi. C'est pour ça que j'ai voté la motion de censure, c'est clair. Il n'y a pas un côté régicide dans cette demande-là?
Déjà, il n'y a personne qui meurt, donc non, il n'y a pas de côté régicide. Après, en revanche, j'ai pas de sympathie spécifique pour les monarchies, quelles qu'elles soient. Donc, c'est un régicide symbolique, ça me va très bien. C'est l'histoire de France. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la motion de défiance a failli être votée. Il manquait 9 voix, 9 voix. C'est rien du tout. C'est un vrai regret, ça? Ah bah oui, qu'on ait. Mais vous n'avez pas réussi à aller chercher 9 voix, 10 voix qui auraient fait, comme le disent les manifestants, tomber le gouvernement? Alors je vais le prendre dans l'autre sens, c'est-à-dire que vos collègues de la presse comptaient, vous savez, les jours avant pour savoir où on en était, et beaucoup disaient ça va échouer à 15 voix. Donc qu'on arrive à 9, je dirais plutôt qu'on était en chercher 6 qui manquaient, tant mieux. Eh bien, la prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Et maintenant, que faire? Êtes-vous, par exemple, favorable à une pause telle que la demande de l'Union syndicale, ainsi que Carole Delga, présidente PS de la région, qui a publié vendredi dernier une tribune publiée dans Le Monde. On va la voir. Monsieur le Président, sortez de votre isolement, prenez le temps de cette pause qui vous est demandée. Une pause, c'est ce que vous demandez, vous aussi, au chef de l'État? Moi, je demande le retrait du texte. Si la pause permet d'avancer dans cette direction, pourquoi pas, bien sûr. Alors, il y a pause quand même... et retrait, c'est pas pareil. Non, mais vous voyez, parfois, quand vous mettez un texte en pause et que vous dites rendez-vous dans 8-9 mois, on sait bien que ça va pas reprendre de la même manière. Donc, si c'est une pause très longue, qu'effectivement, on revient autour de la table en se disant comment on va chercher les quelques milliards. C'est pas grand-chose. Ils nous font toute cette histoire pour 10 milliards par an. Comment on va chercher les 10 milliards par an qui manquent? Et venant de la part de macronistes qui, tous les mois, nous font des énormes chèques au CAC 40, franchement, les 10 milliards d'euros, on peut les trouver différemment. Alors, il y a encore la case Conseil constitutionnel. Oui. Qui peut aller... 14 avril en principe. Voilà. Vous en attendez beaucoup? Vous en espérez beaucoup? Je vais y plaider mardi. Donc ça tombe bien que vous posiez légitime, cette question. Ça. Le Conseil constitutionnel? Oui, il existe, c'est l'institution qui est là pour examiner. Après, parce que Jean-Luc Mélenchon a dit on va pas s'agenouiller devant le Conseil constitutionnel. Mais ça, parce qu'on s'agenouille devant rien du tout. Pas plus ce Conseil qu'un autre. Mais en revanche, on va aller plaider. Donc vous allez plaider, ça se passe comment? Vous allez dire quoi aux sages? Alors très concrètement, il y a une salle d'audience. On est face à différents sages. Généralement, il y en a entre 5, 6, 7 qui sont présentes et présents. Et on expose les motifs pour lesquels on estime que cette loi, le projet de réforme des retraites, n'est pas conforme à la Constitution. Très rapidement, j'en donne peut-être 2 seulement, comme ça on ira vite pour les gens qui nous écoutent. On va faire 2 heures. Voilà, mais je vous ferai un live tweet pour celles et ceux qui écoutaient. Alors, très rapidement. D'abord, vous savez que la nature du texte, c'est ce qu'on appelle un projet rectificatif de financement de la sécurité sociale. Oui, qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est un texte. Ça a été une stratégie du gouvernement de procéder comme ça. Voilà, aussi, vous dites stratégie, moi je dis une magouille, mais c'est la même chose. Donc, je suis journaliste, je ne vais pas parler de mais je vous le reproche pas du tout. Qui aurait été validé juridiquement avant de la présenter, ce fameux véhicule. Mais pourquoi ça existe? Un projet rectificatif, c'est pour éviter que si on dépasse le 31 décembre, qu'on arrive au 1er janvier, il n'y ait plus d'argent qui puisse être versé aux allocations, aux salaires, etc. Et donc, le gouvernement a le pouvoir, en dernière minute, de faire passer un texte. Or, il nous le fait là, sur une réforme des retraites qui n'a rien à voir avec le budget de la sécurité sociale 2023, qui n'a aucune espèce d'urgence. La preuve, ça rentre en vigueur à l'automne prochain, d'après eux, pour les générations de quelques années après. Donc il n'y a aucune espèce d'urgence, le texte n'est pas légitime dans le véhicule qui est choisi. Et par ailleurs, ce texte comporte des dispositions, c'est-à-dire un contenu, des mesures, qui ne concernent pas les retraites. Je pense à l'espèce d'index Schmoll, l'index senior. Il y a aussi un soupçon d'insincérité. Un soupçon, c'est plus qu'un soupçon. Olivier Dussopt ment comme un arracheur de dents depuis 4 mois sur tous les sujets, ligne par ligne, virgule par virgule. Notamment sur la retraite minimale. Une nouveauté dans les dernières manifs, c'est l'apparition de la jeunesse que vous appeliez de vos voeux. La jeunesse qui est aussi très présente sur les réseaux sociaux. C'est un autre canal d'expression que la rue et c'est la chronique de Benoît Roux. Bonjour Benoît, un point fait le tour des réseaux sociaux, un point levé. Oui, et puis le 49.3 a aussi laissé beaucoup de traces numériques sur les réseaux, une violence assez virale et une nouveauté, vous l'avez dit, elle est de plus en plus portée par les jeunes, comme ce collectif étudiant anticapitaliste et révolutionnaire, le point levé, très mobilisé dans les manifs bien sûr, mais aussi devant les préfectures, comme ici à Toulouse, contre les violences policières, contre le 49.3 ou encore à Montpellier, juste après la manifestation et ce rassemblement spontané avec un slogan très dur et très clair: à bas l'État, les flics et les fachos. Et d'autres slogans fleurissent sur les réseaux sociaux. Oui, au printemps fleurissent les slogans. Ils évoluent aussi au fil des manifs, vus sur les réseaux et dans les cortèges de la région. Ces moments de poésie, que dis-je, de grâce comme celui-ci. Ma position préférée, c'est le 69 et pas le 49.3. De l'humour, oui, de l'humour moins romantique mais plus social et plus direct. Si tu nous mets 64 pour les 64 ans du départ à la retraite, bien sûr,
On te met 68, ou encore plus explicite, la devise républicaine liberté, égalité, fraternité, barrée par le 49.3. Mais attention, on ne peut pas tout dire sur les réseaux. On ne peut pas tout dire sur les réseaux et une militante contre la réforme en a fait l'amère expérience. Interpellé, placé en garde à vue et poursuivi pour une publication sur Facebook qualifiant Emmanuel Macron, je cite, d'ordure. Cet hashtag est devenu très viral sur Twitter, symbole de la cristallisation des protestations sur le nom d'Emmanuel Macron. Précision, ce n'est pas lui qui en est à l'origine, mais le parquet. Cette plainte risque donc de ne pas être recevable, mais en tout cas, elle est très virale sur les réseaux. Ou pas, parce qu'il n'y a plus de délit d'offense au chef de l'État, ça a été abrogé en 2013, mais il y a toujours... des délits de diffamation qui sont possibles pour les personnes dépositaires de l'autorité publique. Est-ce qu'on peut tout dire au risque d'abîmer la fonction ou doit-elle être sacralisée ? On ne peut pas tout dire, mais personne ne dit tout. On est en République, donc il y a des règles. Après, moi, je vois bien ce qui se passe maintenant, parce que là, on essaye de nous faire la leçon sur les bonnes manières. En attendant, ce qui se passe, c'est de l'intimidation de personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, qui ont un mot qu'elles-mêmes disent excessif. Et oui, on a le droit à la parodie, on a le droit de se moquer, on a le droit de rire du pouvoir, et c'est même un devoir lorsqu'on est un vrai démocrate. Dernière question très personnelle en 10 secondes. C'est votre premier mandat, et lui, il y a moins d'1 an. Comptez-vous faire carrière en politique ? Alors moi, j'ai ma carrière d'enseignant-chercheur comme sociologue. Ça me va très bien comme carrière. Et puis un mandat, ça s'arrête du jour au lendemain. Dans 4 ans ? Bien sûr, de toute façon, il n'y a pas de carrière politique en réalité. C'est pour ça, maximum 4 ans. Après, pas faire de plan sur la comète. Moi, j'ai un métier que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je continue à parfois bosser avec mes collègues sur certains sujets. Et pourquoi pas une dissolution en effet. Merci Pascal Lagorce, merci beaucoup Adrien Clouet d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, la météo, puis votre journal régional. Très bon dimanche. Merci.